Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, nous irons au Burkina Faso, ensuite en Côte d'Ivoire et nous allons finir en France, spécialement à Paris, où nous allons parler de l'ancien gouvernement devenu nouveau gouvernement de Gilles Attaf. IB a étudié la géologie à l'université. La géologie, c'est un cours que les gens ne prennent pas vraiment au sérieux. Mais nous avons déjà deux présidents qui ont étudié la géologie. Macky Sall au Sénégal, qui est ingénieur, géologue, et IB aussi qui a étudié la géologie. Si nous parlons de IB aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler de ses compétences scolaires, c'est aussi pour vous raconter comment il subit des exactions, des pressions politiques un peu partout et maintenant un nouveau coup d'État. Si nous comptons, ça fait le troisième coup d'État que IB a échappé belle. Troisième coup d'État en l'espace d'une année et quelques mois. Et on tente un coup d'État à quelqu'un qui a décidé de faire des élections à la fin de la transition et de passer le pouvoir au plus gagnant des Burkinabés. Alors qu'il y a des présidents qui ne pensent même pas à faire des élections. Il y a des présidents qui veulent toiletter la constitution pour rester à la présidence à vie. Ces gens-là sont sereins. On dirait que dans la zone ouest africaine, ceux qui travaillent bien, ceux qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leur population, ceux qui subissent les pressions politiques et les coups d'État. Si nous prenons Assimi Goïta, le meilleur exemple que nous pouvons donner dans la zone des trois frontières, Assimi Goïta a échappé à 5 coups d'État. Nous l'avons compté, 5 coups d'État. Alors que tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il faisait, c'est dans le but d'améliorer la vie des Maliens, la situation des Maliens. 5 coups d'État. Donc, quand il y a coup d'État au Burkina Faso, on se dit aussi que IB, qui travaille pour ramener la sécurité au Burkina, ça ne plaît pas à quelqu'un. On ne peut pas dire que ça ne plaît pas au Burkinabé, qui ne veut pas vivre dans un pays en paix, qui ne veut pas vivre dans un pays de droits de l'homme, qui ne veut pas vivre dans un pays où il peut trouver facilement du travail, vaquer à ses occupations, sans penser que quelqu'un, un terroriste, peut le faire du mal, peut l'assassiner. Qui? Mais il y a des gens qui on peut soudoyer. Le dernier coup d'État, d'après les informations que nous avons reçues, le dernier coup d'État a été financé par le pays voisin. On ne va pas dire les noms parce qu'on va arriver là-bas. Par le pays voisin, par le président du pays voisin qui a donné des millions ou même des milliards de francs CFA pour qu'on tente à la vie d'Ibrahim Traoré. Donc, chaque fois qu'un président ou disons seulement un jeune Africain ou un Africain qui prend le pouvoir dans son pays essaie de faire quelque chose de bien, il faut qu'on tente à sa vie. Et nous avons la longue liste des présidents qui ont déjà perdu la vie. Dans ces situations-là, nous avons Sylvanus Olympio, dont on a fêté le 13 janvier dernier son assassinat. Il voulait juste abandonner le CFA pour utiliser une monnaie togolaise, une monnaie qui sera propre au Togo, d'où il a été assassiné à la veille du lancement de cette monnaie. Donc, nous sommes, depuis 1960, la zone ouest africaine est restée scotchée à cette manière de gouverner. Quand quelqu'un veut faire du bien, quand quelqu'un veut sortir son pays de la pauvreté, il faut lui faire un coup d'État. Thomas Sankara, qui ne voulait pas payer la dette coloniale, qui disait non, nous on a besoin d'argent pour développer nos pays. Pourquoi payer la dette coloniale? Aux gens à qui on n'a pas demandé de venir nous coloniser non plus. On a trouvé un Burkinabé pour l'assassiner. Et ce Burkinabé est resté au pouvoir jusqu'à ce que le peuple a décidé d'en finir avec lui. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire.
et de la Côte d'Ivoire, on se dit qu'il ordonne ces coups d'État successifs sur Ibrahim Traoré. Pourquoi pas sur Damiba? Parce qu'à un moment donné, Damiba a décidé de rejoindre le camp France-Africain. Donc, puisque Damiba a décidé de rejoindre le camp France-Africain, il était déjà dans le groupe de ceux qui font les coups d'État. Donc, il n'a pas besoin de lui faire aucun coup d'État puisqu'il ne représente aucune menace. Damiba ne représentait aucune menace. Donc, on n'a pas besoin de faire à Damiba un coup d'État. C'est pour ça qu'il est resté au pouvoir une année. Et enfin, le coup d'État libérateur qui a permis au Burkinabé d'avoir IB, qui est très sérieux. Il travaille pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Beaucoup de choses ont changé, spécialement dans les situations concernant le terrorisme au Burkina. On a vu des améliorations, même si ce n'est pas sur les grands médias. Mais les grands médias qui sont financés, surtout quand nous, en Afrique, on dit les grands médias, c'est RFI, TV5, ces médias qui sont financés par la France, qui est impliquée dans tous ces problèmes politiques dans les pays ouest africains que nous appelons les grands médias. Qu'est-ce que ces médias vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous dire que IB, à l'aide de ces jeunes volontaires, ont gagné du terrain? Ils vont nous dire comment ils se battent courageusement pour libérer les zones qui sont dominées par les groupes terroristes? Je ne pense pas. Puisque les médias aussi ont été créés pour un agenda spécial. Donc leur agenda, ce n'est pas de faire l'apologie de la sécurité en Afrique, mais de faire l'apologie de l'insécurité. On se rappelle de la façon dont ces médias ont repris la phrase de l'ancien ambassadeur français au Burkina en annonçant à tout le monde que le Burkina est en guerre civile quand le Burkina n'était pas dans une guerre civile. Donc, IB, du courage pour ce que tu fais, mais il y aura des tentatives de coup d'État parce que c'est la culture. Certains pays n'ont pas cette culture, mais dans d'autres pays, il y a cette culture que quand un grand homme prend le pouvoir et qu'il décide de faire des changements profonds, il faut qu'on se rebelle contre cette personne. Et je ne sais pas où nous avons eu cette culture-là. Qui nous a dit que quand quelqu'un veut changer les choses, surtout du côté financier, le côté financier de nos pays, puis qu'il y a une meilleure gérance des fonds qui rentrent, pourquoi l'élite n'aime pas ça? Pourquoi l'élite africaine n'aime pas trop ça? C'est ça qui a conduit à l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'est ça qui a conduit à l'assassinat de Thomas Sankara. Le fait que Thomas Sankara a décidé qu'on n'aura plus à payer la dette coloniale, qu'il faut mieux gérer les fonds et qu'il a décidé à ce que le gouvernement revoie les dépenses. Je ne sais pas pourquoi, quand il faut mieux gérer nos pays, les présidents qui veulent bien gérer nos pays, il faut en finir avec eux. Nous devons nous débarrasser de ça. Et au même moment, c'est nous qui crions que nos pays sont mal gérés. Il faut voyager, il faut aller en Occident, il faut aller ici, il faut aller cela. Et quand nous avons quelqu'un qui veut faire un changement profond, qui veut nous apporter les manières les plus décentes de gérer nos pays, nous nous élevons contre cette personne. Et souvent, c'est l'élite qui fait ça parce que le peuple n'a pas l'argent. Le peuple n'a pas les milliards pour aller chercher quelqu'un pour faire un coup d'État. C'est l'élite africaine. Ceux que nous avons envoyés, étudier en Occident, apprendre le système. C'est ceux qui sont souvent à la tête de ces coups d'État. So, IB, du courage. Le travail que tu fais n'est plus à démontrer. Les réponses sont sur le terrain. Et j'espère bien que le Burkina sera aussi libéré comme le Mali. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire. Quand je dis Côte d'Ivoire, les gens pensent déjà à Abidjan parce que c'est une capitale vivante. Si vous avez déjà visité Abidjan une fois, vous saurez de quoi je parle. Une gastronomie, la musique et enfin les éléphants, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire.
Si tu viens de l'Afrique de l'Ouest, tu as déjà dansé sur une musique ivoirienne. La Côte d'Ivoire a beaucoup impacté les autres pays de la sous-région. Donc, ce n'est que justice quand tu vois l'ouverture de la CAN, les images de l'ouverture de la CAN. La question que je me suis posée, mais ça a coûté combien aux Ivoiriens? C'est beau, c'est bien fait. Et le nom du stade, c'est le nom du président de la République. Le stade s'appelle Alassane Ouattara. C'est le stade Alassane Ouattara. Ce qui ne m'étonne plus puisqu'il a même nommé le pont qu'il a construit avec l'argent des Ivoiriens, Alassane Ouattara. Mais ça, ce n'est pas propre au dictateur de penser que le pays, le peuple doit tellement. Ils oublient que le président est au service du peuple. Ils pensent que c'est le peuple qui est à leur service. Donc, ils finissent par se comporter comme des petits rois. Donc, on a le pont Alassane Ouattara, le stade Alassane Ouattara qui est payé avec l'argent des Ivoiriens. Mais vous avez vu comment il est arrivé. Vous avez vu la Mercedes. C'est une belle voiture. Payée aussi avec l'argent des Ivoiriens. Mais c'est le président de la République. Donc, il doit être dans un confort qui équivaut à son grade de président. Donc, Alassane Ouattara est arrivé, l'applaudissement, l'ovation. Il a dit aux Ivoiriens qu'il y aura une fête, que la CAN serait une fête. Et j'ai remarqué que toutes les grandes situations que passe la Côte d'Ivoire maintenant, Alassane Ouattara tente d'en faire une fête. Quand vous avez vu la Miss ivoirienne de l'année surpassée, je pense, la façon dont elle a gagné des prix internationaux, on a transformé ça en une fête. La CAN, il faut transformer ça en une fête. Et si la Côte d'Ivoire gagne, le pays va s'embraser. J'ai l'impression que Alassane Ouattara veut que les Ivoiriens oublient comment il est arrivé au pouvoir, ce qui se trame et comment il se maintient au pouvoir. Donc, pour amuser la galerie, on organise les fêtes. Et je ne suis pas la seule qui observe la politique ivoirienne qui l'a dit. Il y a déjà des observateurs ivoiriens qui l'ont dit à un moment donné qu'on pousse les jeunes dans les métiers comme influenceurs, musique, dans la culture pour que les jeunes se désintéressent de ce qui se passe politiquement. Et c'est ce que tu constates. Il veut tout faire pour que les gens oublient que la guerre civile qui a tué plus de 3000 Ivoiriens, cette guerre civile a été causée par le fait que Alassane Ouattara voulait venir au pouvoir. Et il y a encore des opposants politiques à Alassane Ouattara qui croupissent dans les prisons d'Abidjan ou un peu partout en Côte d'Ivoire. Ouais, quand on fait la fête, quand on se défoule, on oublie des fois les vrais problèmes. Et c'est ça, en fait, le but. Mais c'est vraiment une très belle ouverture. Et la chanson des Magic System avec Yemi Alade, ça sonnait super. J'ai dansé sur cette musique et je n'ai pas oublié que derrière cette fête se trouvent des hommes qui ont des calculs tellement froids envers les peuples africains. Ouais, Alassane Ouattara, vous savez que la guerre civile a commencé en 2002. Et Gbagbo est arrivé au pouvoir 2 ans après la guerre civile a commencé. Vous savez qu'il faut préparer ils ont eu presque 7000 hommes. C'est ce que disent les informations, disent qu'ils ont eu à peu près 7000 hommes. Il faut pour prendre 7000 hommes, les faire camper, les entraîner et commencer par attaquer, ça prend une préparation. Ça ne peut pas prendre 2 ans. Ça a pris plus de 2 ans pour Alassane Ouattara. Non, en ce moment, ce n'était pas Alassane Ouattara qu'on disait, c'était Guillaume Soro. C'était Guillaume Soro, voilà, qui était le porte-parole des forces nouvelles, des forces qui attaquaient Abidjan en ce moment. Et ils attaquaient Abidjan et puis Korogo et Bouaké. Donc, ils ont pu Bouaké, Korogo, mais n'ont pas pu Abidjan. Donc, c'était lui qui était le porte-parole. Mais ça va prendre plus de 2 ans
pour pouvoir amener ces gens-là et les cadrer, faire la coordination, trouver l'argent nécessaire pour nourrir ces hommes, l'argent nécessaire pour payer ces rebelles et aller attaquer Abidjan. Donc, moi, je me dis que Gbagbo, Laurent Gbagbo, vraiment, nous devons lui faire une mea culpa parce qu'il a été victime d'une situation. Mais bon, aujourd'hui, Guillaume Soro, vous savez que Gbagbo a souvent déclaré qu'il était panafricaniste. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro aussi est devenu panafricaniste. Donc, on a donné une deuxième chance à Guillaume Soro qui, dans son panafricanisme, a maintenant l'opportunité de rencontrer des présidents qui, au fait, il n'aura pas eu l'opportunité de rencontrer parce que tout le monde a vu ce que Guillaume Soro est capable de faire. Être à la tête d'une milice, d'une rébellion qui a fait la guerre pendant des années et bon, qui ont fini par faire un coup d'État à Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas aussi ça le panafricanisme, avoir l'opportunité de pardonner à ceux qui ont su qu'ils étaient dans l'erreur. Je suis sûre que Soro aujourd'hui sait qu'il était dans l'erreur. Il aurait fait les choses autrement. Il était très jeune aussi en ce moment. Et quand tu es jeune, des fois, les grands politiciens, ils ont tous les moyens pour arriver à leur but. Donc, je ne lui en veux pas. Mais quand même, des fois, tu te poses la question, qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir ces genres d'idées, à faire une guerre? Et dans cette guerre, il voulait le pouvoir. Mais les civils, les innocents qui sont morts, pour qu'il arrive là-bas, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Il pourrait juste aller à Abidjan, prendre Gbagbo, et puis c'est fini. Non, ils ont pris une partie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Et il y a eu des massacres dans les deux parties de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, les panafricanistes, mais est-ce que tout le monde n'est pas panafricaniste aujourd'hui? Tout le monde n'est pas panafricaniste, tout le monde ne se reconnaît pas dans le panafricanisme aujourd'hui. Parce que le panafricanisme cherche des valeurs universelles, dont les valeurs comme la fraternité, la solidarité, le pardon, la justice, et ça c'est du tout le monde. Qui sait que demain, Alassane Ouattara va se reconnaître même dans le panafricanisme? C'est quelqu'un qui aime la fête. Et les panafricanistes sont des gens joyeux. Donc, un jour, qui sait, il va se reconnaître dans le panafricanisme. Mais pour le moment, dites-moi, qui vous pensez sera le meilleur joueur de la CAN? Déjà, le débat va de bon train. Qui sera le grand joueur de cette CAN et qui sera le grand gagnant de cette CAN? Pour vous dire, je n'ai pas encore officiellement suivi un match de la CAN. Je vais me rattraper, Mais vous savez, le plus beau match pour moi, c'est le match Cameroun-France. Quand le Cameroun a gagné la CAN et la Coupe de la Confédération, c'était les Jeux Olympiques, et qui se sont retrouvés avec la France championne du monde. Vous avez vu le retourné de Ngoma. Ça là. Je vous amène à Paris, en France, pour parler du nouveau gouvernement français. Enfin, nous nous attendons à la continuité. Nous avons été servis. C'est juste l'ancien gouvernement qui a été recyclé à un nouveau gouvernement. Même les nouveaux venus, les quelques nouvelles têtes ont déjà fait leur âme dans la politique française. Donc, vraiment, rien à signaler. Nous pouvons passer. Mais une chose intéressante, le nouveau premier ministre est homosexuel. Ce n'est pas la première fois que nous avons un homosexuel qui ouvertement vit sa sexualité être dans la politique française. L'ancien maire de Paris était homosexuel. Mais aller jusqu'à être premier ministre, c'est la première fois. Bon, en Occident, l'homosexualité est acceptée. Et même le pape a demandé à ce que l'union des couples homosexuels soit bénie. Mais, quelque part, est-ce que Gilles Attal sera le dauphin de Macron?
Est-ce que Gilles Attal est le dauphin de Macron? Cela ressemble plutôt à une promotion pour Gilles, pour dire, je vais me préparer pour mon départ. Mon départ, c'est dans 3 ans. Je sais que les Français veulent que je quitte. Ils comptent l'heure et les minutes. Donc, je vais commencer par préparer mon remplaçant parce que je veux que mon parti continue toujours par se présenter aux élections présidentielles. Ça veut dire que dans 3 ans, je veux avoir un candidat aux élections présidentielles. Donc, je vais commencer par préparer quelqu'un qui sera connu par les gens, que le public français va commencer par apprendre à aimer pour que quand les élections viendront, je pourrai le présenter comme candidat. Moi, je vois ça. Gilles Attal, dauphin de Macron. C'est ce qui se trame. Parce que vraiment, rien n'a vraiment changé. Est-ce qu'il y aura de nouvelles directives dans 3 ans? Est-ce que pendant 7 ans, si la manette n'a pas... Si vous conduisez un bateau et 70%, imaginez le Titanic. Imaginez juste le Titanic. Si la manette n'a pas tourner les 70%, les 30%, est-ce que vous pensez vraiment que c'est là que la manette va commencer par tourner, éviter l'iceberg? C'est quasiment impossible. C'est pour ça que même les Français se disent, si en 7 ans, bon, ouais, on a eu les gilets jaunes, on a eu tous ces remue-ménage, c'est en 3 ans, tout va revenir en ordre, on va se voir et sourire comme si rien ne s'est passé. Ce qui sera vraiment difficile, très difficile. Donc, je me dis sûrement que Attal sera le dauphin de Macron. Et on verra, on a 3 ans. Et on va suivre les informations. On sera dans l'actualité. Avant de clôturer, j'aurais quand même rappelé que les sanctions de la CEDEAO sur le Niger sont illégales, indécentes.